Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis Vincent Garneau, chargé de projet santé-sécurité pour la CCI Occitanie. Donc, on est ravis de vous retrouver pour ce webinaire numéro 6, donc, qui est aujourd'hui consacré au CSE et plus particulièrement aux attributions santé-sécurité de ce dernier, donc le comité social économique. Donc, on est ensemble pour 1 heure, 1 h 15 pour traiter de ce sujet. Donc, dans un premier temps, on fera un rappel sur tout ce que prévoit le Code du travail. Puis après, on va approfondir un petit peu plus sur les prérogatives, notamment du CSE et comment le construire, quelles sont les différentes formes et notamment en fonction du profil de votre entreprise. Ensuite, on verra un cas pratique donc, sur la CIS-CT. Bien sûr, s'il y a des entreprises de plus de 300, puisque cela concerne uniquement les entreprises de plus de 300 salariés. Et puis ensuite, le point fort, c'est qu'on a une entreprise qui vient nous témoigner, donc c'est la société Achini, qui va nous faire un retour d'expérience sur elle, ce qu'elle a mis en place, et elle nous fera un petit peu un rétro-planning de tout ce qui a été fait, de comment il traite les sujets, donc voilà, en seconde partie. Donc, on va avoir donc deux parties, donc une première par la directe, une partie par la société Achini, et on prévoit 3 temps de questions. Donc, il y aura un premier temps de questions après la partie réglementaire, un autre temps de questions donc, après la présentation de la directe, et il y aura un dernier temps de questions en fin de présentation. Donc, pour cela, vous avez le chat, l'espace conversation, où on vous invite à inscrire vos questions au fil de l'eau et donc on les reposera aux personnes pour que tout le monde puisse les voir. Et nous, on fait un tri en fait aussi également pour les remettre dans l'ordre si on voit une suite logique. Donc, ce webinaire est enregistré, donc vous allez recevoir un lien à la suite du webinaire pour aller le revisionner. On a également l'ensemble des webinaires qu'on a présentés depuis le début de l'année et on va également faire des sondages donc pour connaître un petit peu le profil de votre entreprise et mieux cibler notre présentation suivante. Donc, les sondages sont anonymes. Il y a juste le questionnaire de satisfaction à la fin qui est nominatif et plus particulièrement s'il y a des questions spéciales pour lesquelles on n'aura pas eu le temps de répondre ou que vous souhaitez poser en direct, on vous invite en fait, il y a une partie où je souhaite être recontacté par mon conseiller local. Donc, il faudra bien mentionner en fait à ce niveau-là que vous souhaitez être rappelé. Et c'est votre conseiller local, donc qui est votre interlocuteur privilégié, qui reprendra contact avec vous pour traiter de ces questions. Voilà, donc je co-anime aujourd'hui ce webinaire avec Émilie Larouquet, que je vais laisser se présenter, puis en suivant donc Carole Dahl pour la société Achini, et on enchaînera en suivant avec Fatima Mebou de la Directe, qui continuera sur sa présentation. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire à tous. Merci Vincent. Donc effectivement, Émilie Larouquet, moi je suis conseillère environnement, énergie et santé-sécurité au travail à la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. Donc merci pour votre participation. Grand merci aux deux intervenantes qui vont suivre. Donc je vais donner d'abord la parole à Carole Dahl de la société Achini qui va nous apporter un regard concret sur le CSE et sur sa mise en place en interne. Et puis après, on commencera avec la présentation de Fatima Bebou. Alors bonjour à tous, moi je suis Carole Dahl, je suis une des deux dirigeantes de l'entreprise Achini, qui est une entreprise de travaux publics. Je vais essayer, après la présentation réglementaire de Fatima Bebou, de vous faire partager comment nous on a mis en place le CSE début 2020, puisque la date butoir était au 31 décembre 2019. Donc j'essaierai de vous faire une brève présentation avec les thèmes que nous abordons et puis un peu les modalités de mise en place. Voilà, je vous remercie et puis à tout à l'heure. Donc, bonjour à tous, donc Bebou Fatima, je suis inspectrice du travail à la Directe Occitanie au service Pôle Travail et je vais vous faire donc un condensé des missions du CSE en matière d'attribution de santé et de sécurité.
C'est bon. Donc, pour commencer, ça fonctionne. Pour commencer, quelques petits rappels donc, des notions qui sont importantes en matière de santé et de sécurité. Alors, l'obligation générale de sécurité que l'employeur a, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique, mentale des travailleurs. Et c'est une obligation de résultat. Donc, ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. Donc ça, c'est l'obligation qui incombe à l'employeur. Là, je vous fais en fait les thématiques, en fait, ce qu'on entend par attribution en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Donc, j'ai fait un petit listing, ça concerne les conditions matérielles de travail, donc tout ce qui a trait aux équipements et aux outils de travail, le poste de travail ou son aménagement, l'organisation du travail, les horaires de travail, la charge de travail. Donc, en fait, ça recoupe beaucoup de notions. C'est tout ce qui a trait en fait aux conditions et à l'environnement du travail des salariés. Je vais débuter donc par les compétences du CSE en matière de santé et de sécurité. Ce qu'il faut savoir, en premier lieu, c'est que le CSE, quelle que soit sa taille, a des compétences en matière de santé et de sécurité. Par rapport aux anciennes dispositions où on avait une dichotomie entre les délégués du personnel et le CHSCT dans les entreprises de plus de 50, dans le cadre du CSE, peu importe la taille de l'entreprise, ils ont des compétences en matière de santé et de sécurité. Et surtout, ce sont tous les membres élus du comité social économique qui assument ce rôle en matière de santé et de sécurité. Sauf quand il y a mise en place d'une commission santé-sécurité, bon, cela concerne effectivement les entreprises de plus de 300, ou bien quand il y a la mise en place aussi, vous savez, des représentants de proximité. Donc, c'est la nouveauté de ces nouvelles dispositions et de l'ordonnance de 2017, c'est la notion de représentants de proximité, qui peuvent avoir effectivement des compétences en matière de santé et de sécurité. Alors, les attributions santé et sécurité, ça concerne en premier lieu les salariés de l'entreprise ou de l'établissement, mais il faut savoir que tous les travailleurs, au sens de l'article du Code du travail, c'est-à-dire toute personne qui est placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur, sont concernés par ces attributions. Et donc, le CSE peut intervenir, par exemple, par rapport aux conditions de travail d'un stagiaire dans l'entreprise, même s'il ne reste qu'une semaine. C'est pareil pour les salariés qui interviennent, les salariés d'entreprises extérieures qui interviennent dans l'établissement. Ça peut être une entreprise de maintenance ou une entreprise de nettoyage qui intervient dans l'établissement. Je vois qu'on a un problème de vidéo. Bon, ça a l'air d'être rétabli. Désolé, je ne sais pas si tout le monde a eu le même cas que moi, mais il y a une petite coupure de vidéo et de son. Oui, il y a eu le même coupure chez moi, donc je pense que… Voilà, juste reprendre où vous en étiez. On en était aux salariés des entreprises extérieures, juste Fatima. Voilà. D'accord, je reprends donc pour les salariés d'entreprises extérieures, donc effectivement le CSE a compétence en matière de leurs conditions de travail dans l'établissement utilisateur, et c'est pareil aussi pour les salariés intérimaires en fait, même s'ils interviennent pour des courtes missions. Donc le CSE les membres du CSE peuvent intervenir pour vérifier les conditions de travail de ces salariés. Cela ne concerne pas que les salariés de l'établissement en fait. Du coup, on avait programmé un premier sondage, juste sur les missions du CSE. Donc, on va vous mettre à contribution du coup pour participer. Donc, je vais lancer le sondage. Il faut juste, voilà, c'est des choix uniques. Et pardon. Non, ça c'est le. Action. Désolé, je vais accéder au bon sondage. Voilà, on voulait faire un état des lieux de votre situation. Donc, pour savoir si dans vos entreprises, vous avez mis un CSE, et après, c'est connaître plus le profil en fait, puisque ça permettra dans un second temps de plus détailler certaines parties de la présentation. Donc, on vous laisse une minute pour compléter le sondage.
Il y a toujours des votes en cours. On vous laisse encore 15 secondes. Je vois qu'il y en a encore quelques. Tout le monde n'a pas fini de compléter. Non, je vois que quelqu'un a levé la main. Mais du coup, passez par le chat, s'il vous plaît. C'est plus simple pour qu'on puisse répondre à vos questions. Du coup, je vois que tout le monde a terminé. Voilà. Au niveau des résultats, donc, on voit que la majorité des gens qui se sont connectés sont des bons élèves, si j'ai envie de dire, puisqu'on est voilà, dans 57% des cas, ben oui, vous avez mis en place donc, votre CSE et en plus, il fonctionne. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que vous êtes seulement 4% à avoir des carences, alors que sur un document annexe qu'on va vous remettre, qui est en fait la cartographie des CSE, donc, qui a été réalisé par le PRST, donc, au niveau du plan régional santé-sécurité. Voilà, on est à quasiment 30% de carence. Alors après, ça varie en fonction du profil des entreprises, mais voilà, la majorité des gens du coup, qui sont venus aujourd'hui, c'est qu'ils l'ont mis en place, donc c'est bien. C'est que vous attendez peut-être des questions pour améliorer cela. Donc ça sera sur la seconde partie. Et du coup, après, au niveau du profil des entreprises, donc on est à peu près à part égale entre voilà, des 11 à 50 et de 50 à 300 salariés. Et on aura quelques-unes qui sont également intéressées pour la commission, Fatima. Donc, il faudra tout traiter. Oui, je vois ça. Bon, voilà. Ben, du coup, Rapidement. pour votre participation, on aura un autre sondage qui interviendra au milieu, notamment pour les droits d'alerte. Voilà. Ben, je vous laisse la parole, Fatima. À tout à l'heure. Donc, l'émission du CSE en santé et sécurité. Alors, ça prend toujours un peu de temps. Voilà, normalement, c'est bon. Hop. Alors. Donc là, je vais parler des attributions en matière de santé et sécurité dans les entreprises de moins de 50 salariés. Parce que selon l'effectif, en fait, nous n'avons pas toutes les mêmes… les attributions sont différentes. Je vais y arriver. Donc, outre les anciennes attributions donc, des délégués du personnel, le CSE, il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise. Donc ça, c'est l'obligation générale, l'attribution générale. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Et il dispose du droit d'alerte, je vais en parler tout à l'heure, en cas d'atteinte aux droits des personnes et en cas d'atteinte à la santé physique et mentale. Le CSE est aussi informé donc, de la réception par l'employeur des documents de vérification et de contrôle. Donc là, je vous mets l'article du Code du travail, mais ça concerne notamment, par exemple, la vérification des installations électriques. Donc, normalement, ils sont informés et ils ont accès à ce type de documents, tout ce qui concerne les vérifications obligatoires. Et ils peuvent aussi se faire présenter l'ensemble des livres enregistrés documents rendus obligatoires en matière de santé et de sécurité. Notamment, par exemple, ils doivent participer à l'élaboration et à la mise en place du document unique d'évaluation des risques. Et ils ont aussi la possibilité donc de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales, notamment en matière de santé et sécurité. En bref, dans les entreprises de moins de 50, le CSE a pour mission donc de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives qui sont relatives à l'application du Code du travail et conventions collectives, etc. Et notamment celles relatives à la santé et à la sécurité. Donc, ils ont des attributions assez générales. Donc là, je fais un petit focus justement sur le droit d'alerte dont je vous parlais tout à l'heure, en sachant que ce droit d'alerte concerne l'ensemble des entreprises, peu importe l'effectif. Donc, deux dispositions du Code du travail prévoient ce droit d'alerte. On parle de droit d'alerte en premier lieu en cas d'atteinte aux droits des personnes. Donc, en fait, il s'agit d'atteinte aux libertés individuelles, à la santé physique et mentale ou bien aux droits des personnes. Par exemple, ça peut concerner tout ce qui est alerte au point de vue de harcèlement sexuel, harcèlement moral, les atteintes aux libertés individuelles, notamment dans le cas des contrôles, par exemple, de vestiaire, en fait, tout ce qui a trait
aux droits des personnes. Et si un membre du CSE considère que les mesures qui ont été prises par l'employeur ne sont pas justifiées par la tâche à accomplir ou ne sont pas proportionnées en fait au but recherché, il peut saisir l'employeur pour que celui-ci procède à une enquête. Et suite à cette enquête, des dispositions nécessaires doivent être prises pour remédier à la situation. En sachant qu'en cas de désaccord, c'est le Conseil des prud'hommes qui est compétent pour traiter de la suite donnée au droit d'alerte, en fait, en référé. Et la deuxième notion importante, donc, c'est l'alerte en cas de danger grave et imminent. On en a beaucoup parlé en ce moment avec les circonstances du Covid. Donc, le CSE exerce les droits d'alerte en cas de situation de danger grave et imminent, ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement. Donc là, en fait, seul le membre du CSE peut exercer un droit d'alerte. S'il constate qu'il y a un danger, donc qu'il est grave, donc qu'il peut y avoir des conséquences importantes sur la santé du salarié ou des salariés, et qu'il soit imminent, c'est-à-dire qu'il risque brutalement d'arriver, ou bien que les conséquences pourraient arriver de façon proche, en fait. À titre d'exemple, par exemple, vous avez un droit d'alerte pour ce qui concerne l'exposition à des produits chimiques qui peuvent être dangereux, l'exposition à l'amiante, ou bien ne serait-ce que le fait que l'employeur n'a pas pris des mesures nécessaires pour suivre les préconisations du médecin du travail pour l'aménagement d'un poste de travail. Tous ces sujets-là, en fait, peuvent être traités dans le cadre d'un droit d'alerte. Et dans ce cas-là, l'employeur est tenu, en fait, de répondre à ce droit d'alerte et de prendre les mesures nécessaires. Et là, normalement, il y a un deuxième sondage. Allez, je le lance du coup, ouais. Juste le temps de reprendre la main. Donc, on voulait voir avec vous, du coup, est-ce que vous aviez déjà exercé ce droit-là? Donc, on reprend sur les deux thématiques qui ont été présentées. Donc, une sur l'atteinte aux droits des personnes et le second sur le danger grave et imminent. Donc, comme tout à l'heure, on vous laisse une minute pour voter. Donc, question à choix unique. Allez, les derniers, on vous laisse 10 secondes. Je vois que la majorité d'entre vous ont répondu. Là, je vais mettre partager du coup les résultats du sondage et Fatima, je vous repasse la parole. Bon, d'après ce que je vois, donc peu de personnes ont été concernées par le droit d'alerte, qu'il s'agit, bon, le droit des personnes du tout. Je vois qu'il y a un petit peu un cas de danger grave imminent, peut-être notamment en raison de la période actuelle. Bon, mais c'est bien d'avoir quand même une idée de la procédure à suivre au cas où il y ait ce genre de droit d'alerte, parce que c'est important de pouvoir y répondre et surtout de prendre les mesures nécessaires. Je vais donc poursuivre. Donc là, ouais, il faut juste laisser les 2 secondes nécessaires pour que le contrôle d'écran repasse chez vous. A priori, moi, c'est bon de mon côté. Ah, toujours pas. Toujours pas. Bon. Bon, il faut reprendre. Hop. Voilà, c'est parti. Donc, on va passer maintenant aux attributions en matière de santé et de sécurité. Donc, pour le CSE, dans les plus de 50, en sachant qu'en premier lieu, la différence avec le CSE des moins de 50, c'est qu'effectivement, le CSE des plus de 50 est doté de la personnalité civile et donc, ça lui permet notamment de pouvoir agir en justice et de gérer son propre patrimoine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les missions que je vous ai détaillées auparavant dans les entreprises de moins de 50 donc, sont aussi des missions du CSE des plus de 50, sauf que s'y ajoutent des attributions supplémentaires pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, dans les compétences générales, en plus de toutes les attributions que je vous ai détaillées tout à l'heure, le CSE dans les plus de 50, il peut procéder à l'analyse des risques professionnels. Donc, ça concerne tous les facteurs de risque professionnel, pénibilité au travail, bruit, environnement de travail. Il contribue notamment à faciliter à l'accès des femmes à tous les emplois. Donc là, on est plus dans le cadre de l'égalité professionnelle et l'égalité salariale.
Et il peut aussi susciter toute initiative qu'il estime utile, notamment en action de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et vous avez la nouveauté, donc ce qu'on appelle aussi les agissements sexistes. Donc là, il peut proposer des mesures ou essayer de faire en sorte en fait d'améliorer ces événements s'ils se passent dans l'entreprise. Par ailleurs, donc en général, il formule à son initiative et examine toute demande de l'employeur qui permet en fait d'améliorer les conditions de travail des salariés. Et, chose importante, il procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et conditions de travail. Par exemple, cette attribution, elle n'est pas présente dans les entreprises de moins de 50. Pour les entreprises de plus de 50, donc ensuite de toutes les attributions, il y a les inspections régulières. En sachant que dans les entreprises de 50, quand vous avez la visite de l'agent de contrôle, les membres du CSE doivent être informés pour qu'ils puissent présenter leurs informations et ils peuvent aussi accompagner les membres de la délégation. Et il peut se faire accompagner en fait l'inspecteur du travail des membres de la délégation du personnel. Vous avez aussi donc tout ce qui concerne les consultations et les informations qui ont trait à la santé sécurité au travail et qui sont obligatoires quand vous avez un CSE de plus de 50 salariés. Donc, vous avez les consultations récurrentes, c'est-à-dire les consultations obligatoires. Donc, chaque année, ou selon, en fait, vous savez, avec les nouvelles dispositions, un accord peut mettre en place, en fait, le fonctionnement et les modalités du CSE. Et donc, on peut considérer, par exemple, que la périodicité peut aller de 1 à 3 ans, en fait, pour les consultations obligatoires. Donc, si ce n'est pas prévu par accord, c'est tous les ans, le CSE est consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi. Donc, ça concerne tout ce qui peut être, par exemple, un aménagement du temps de travail ou d'autres projets, en fait, qui ont des répercussions sur la santé et la sécurité des salariés. Ça, c'est dans les consultations obligatoires en matière de santé et sécurité au travail. Puis, vous avez tous les événements qui ont lieu dans l'entreprise et qui, donc, peuvent donner lieu à des consultations ponctuelles. Donc, le CSE est obligatoirement consulté du moment qu'il y a un événement en fait, qui a des répercussions sur les conditions de travail, les conditions d'emploi, ce qui concerne la durée du travail, la formation professionnelle, la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés, donc tout ce qui est surveillance des salariés, système de badgeage, etc. Donc, du moment qu'on instaure ces procédés-là dans les entreprises, le CSE doit être consulté. L'introduction de nouvelles technologies, donc ça peut donner lieu à tous les systèmes de surveillance et de contrôle en fait. Et toutes les mesures en fait qui permettent de faciliter le maintien au travail ou l'aménagement des postes de travail pour tout ce qui concerne les accidentés de travail ou les travailleurs handicapés. Donc tous les événements tous les projets ou les mesures qui ont pour objectif d'améliorer les conditions de travail ou la sécurité, ou qui ont des répercussions sur la santé et sécurité au travail, doivent être mis à la consultation des membres du CSE. Alors là, je vous fais une précision sur comment doivent être organisées ces consultations, en sachant que dans le cadre de ces attributions, donc le CSE doit disposer d'informations précises et écrites et d'un délai suffisant pour les examiner. C'est important en fait qu'ils puissent avoir tous les éléments pour pouvoir donner leur avis, émettre des avis et des vœux, en sachant que si le comité estime qu'il n'a pas les informations nécessaires, il peut saisir le tribunal de grande instance en forme de référé et faire ordonner en fait la communication de ces éléments à l'employeur. Et l'employeur est tenu, suite à l'émission des avis et des vœux du CSE, de motiver en fait la suite qu'il donne à ces avis. Donc, ce n'est pas de simples avis. En fait, il est censé répondre aux avis et motiver ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire par rapport à ce qu'a relevé le CSE. Donc, un petit temps de questions. Merci, du coup, Fatima, pour cette première partie sur la réglementation. Alors, j'en ai pas vu beaucoup. En fait, j'en ai vu qu'une. Donc, si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, on a une question sur le droit d'alerte. La personne demande s'il doit être fait par le CSE, donc je comprends par le CSE dans sa totalité, ou par un seul des membres du CSE. C'est un membre du CSE. Ça peut être qu'un seul membre du CSE, en fait. Ce n'est pas obligatoire que ce soit tout le comité, en fait. Si un membre du CSE constate
une atteinte, par exemple, aux droits des personnes, il peut effectivement saisir l'employeur. Ok, merci pour cette réponse. Donc, on a une nouvelle question concernant la liste des affichages et des registres obligatoires. La personne demande où est-ce qu'on peut se procurer cette liste, sachant que c'est une entreprise de plus de 300 salariés, mais divisée en plusieurs établissements, on précise. D'accord. Alors là, il faut voir sur le site du ministère, vous avez des fiches pratiques et il me semble qu'il y a une fiche concernant les affichages obligatoires. Si mes souvenirs sont bons, normalement, vous pouvez y avoir accès. On le rajoutera peut-être dans le mail ou les éléments de la bibliographie une fois le webinaire terminé, si vous voulez. Oui, je peux le trouver et le rajouter, effectivement. On le notera du coup. Une autre question au sujet des RPS, des risques psychosociaux. Quel peut être le rôle du CSE dans la prévention des RPS? C'est déjà, par exemple, de travailler sur un diagnostic, effectivement, s'il y a eu des alertes de la part de salariés, faire remonter au niveau du CSE s'il y a des problématiques qui concernent les RPS et d'essayer de travailler, effectivement, sur des mesures correctives qui pourraient essayer de réduire. Notamment, souvent, c'est dû à des problèmes organisationnels ou d'autres mesures, en fait, qui permettraient de diminuer ces RPS, en fait. Mais ils peuvent, effectivement, contribuer à l'élaboration de mesures préventives dans ce cadre-là. Dans tous les cas, le prochain webinaire donc, qui a lieu le 5 novembre, il est dédié au RPS. Donc, des informations complémentaires. Et on aura le même format avec vraiment une cellule expert et à chaque fois accompagné de témoignages d'entreprise. Alors, une autre question sur la composition pour les visites de site. Alors, je ne sais pas qui a posé cette question, mais je crois qu'il y a plusieurs questions dans… D'ailleurs, je ne vois pas qui c'est qui l'a posée. La personne qui pose des questions par rapport à EDF Occitanie, est-ce qu'il peut reformuler parce que je ne comprends pas vraiment la question qu'il ou elle a posée. Si le CSE donne un avis défavorable à une organisation devant se mettre en place, l'employeur, est-ce que l'employeur peut faire fi de cet avis? Est-ce que l'employeur peut s'opposer à cet avis qu'aurait donné le CSE, donc un avis défavorable par rapport à l'organisation qui doit être mis en place? Il doit pouvoir le motiver. Il doit pouvoir le motiver, il doit pouvoir déterminer, en fait, il doit pouvoir motiver son refus et pourquoi il ne prend pas en compte en fait l'avis du CSE, en sachant qu'il pourrait avoir sur les conditions du salarié, il engage sa responsabilité pénale en matière d'obligation de santé de son refus. Je crois qu'on a des petits soucis de bande passante. Alors, je ne sais pas si tout le monde a compris la… Oui, je vois que ça… Ouais, je vois qu'il y a le PowerPoint qui passe. Ouais, peut-être répéter la réponse, s'il vous plaît, Fatima. Alors, ce que je disais, c'est qu'en fait, effectivement, il peut faire fi de l'avis défavorable. Il doit pouvoir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pouvoir motiver le refus, en fait, et démontrer qu'en fait, ça n'aura pas des répercussions sur la santé et la sécurité des travailleurs, sachant qu'il a son obligation de santé et de sécurité et qu'il peut engager sa responsabilité pénale si le CSE l'a alerté sur des points spécifiques et qu'il n'a pas tenu compte de ses avis. Ok, merci. Une question sur les délais pour adresser une convocation plénière, visite de site, etc. Alors là, les délais, maintenant, c'est prévu par les accords qui mettent en place, en fait, le CSE quand il fixe, fait, soit son règlement intérieur ou soit l'accord de mise en place du CSE, doit pouvoir fixer tout ce qui a trait aux délais, aux visites, au nombre de visites qui doivent avoir lieu. Et si ce n'est pas fait, effectivement, c'est dispositions supplétives. Et là, je n'ai pas en tête exactement les délais, mais je pourrais regarder ça et répondre de façon ultérieure. Ouais. On regardera tout ça. Après, de toute façon, vous aurez aussi les coordonnées de votre conseiller CCI parce que je vois qu'il y a une pleine de questions qui arrivent. Là. Donc, si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à contacter votre conseiller et puis on reviendra vers Fatima pour avoir les réponses peut-être plus individuelles sur certains sujets très particuliers. Alors, du coup, il y en a plein qui sont arrivés. On va prendre une dernière question, puis comme ça nous laissera le temps de les comptes. Ouais. Le second temps, en fait.
Alors, des questions sur la formation. Il y en a pas mal sur la formation. Alors, une question, est-ce que les membres du CSE doivent obligatoirement suivre une formation sur la partie SST, donc santé, sécurité au travail? Et il y a une autre personne qui vous demande J'en parle qu'est-ce tout à que l'heure. vous pensez de la formation des membres du CSE? Est-ce que c'est important? Enfin, important, c'est même essentiel. Si en fait, je fais un petit point sur la formation à la sécurité. Et donc, effectivement, c'est important puisque de toute façon, ça va leur permettre de pouvoir exercer leur attribution et leur mission dans les meilleurs, avec les meilleurs atouts. En fait, pour pouvoir analyser des risques professionnels, c'est bien qu'ils aient une formation pour pouvoir faire une analyse et pouvoir essayer de prendre des mesures préventives. Leur mission, voilà. Donc, pour exercer ces missions, ils sont obligés d'avoir effectivement une formation pour pouvoir détecter ne serait-ce que les problématiques et pouvoir y répondre et réfléchir à des réponses qui soient adaptées à ce qu'ils ont détecté. De toute façon, je pense que c'est un thème que vous traitez sur la seconde partie. Oui, je rappelle l'obligation, effectivement. Bon, du coup, merci. Je pense qu'on va pouvoir poursuivre. N'hésitez pas à continuer. Et du coup, on prendra comme ça. Continuez si vous avez des questions, continuez à les poser au fil de l'eau et on les traitera sur la seconde partie. Donc, logiquement, Fatima, le contrôle d'écran fonctionne. Ouais, je vois que ça Voilà. va pas sauter ce coup-ci. Donc là, oui, ça a été direct. Donc là, je vais vous parler des modalités d'exercice. Avec un premier temps donc, sur les réunions du CSE, donc, qui sont les modalités régulières et qui permettent en fait de consulter, d'informer le CSE et aux membres du CSE de faire remonter en fait les réclamations. Donc, les participants à ces réunions, ce qui change par rapport aux anciennes dispositions, en fait, c'est que maintenant, seuls les titulaires sont présents à la réunion du CSE. On n'a plus les suppléants comme on avait auparavant. En sachant que, effectivement, dans le cadre de votre entreprise, vous pouvez mettre en place, dans le cadre de l'accord de mise en place du CSE ou par le biais du règlement intérieur, décider que les suppléants peuvent être présents à ces réunions, soit de manière ponctuelle, soit pour traiter certaines questions quand ils ont des acquis ou qu'ils ont des connaissances, par exemple, en matière de santé et de sécurité, ils peuvent être présents à ces réunions. Mais le Code du travail n'oblige plus les suppléants à être présents aux réunions du CSE. Donc, ce qui concerne en fait les réunions dans les entreprises de moins de 50 salariés, donc ce n'est pas les mêmes dispositions. Alors là, on revient en fait aux réunions en fait des délégués du personnel. Donc, le Code du travail ne prévoit pas de dispositions spécifiques à la convocation de ses membres. Les membres du CSE, 2 jours avant la date de la réunion, donc font remonter en fait les questions et l'objet des demandes. Il n'y a aucune condition de forme. Généralement, c'est fait avec un registre. Et les membres du CSE donc, sont reçus par l'employeur au moins une fois par mois. Donc, on est toujours dans le cadre des anciennes réunions d'épée. C'est une fois par mois, à leur demande en cas d'urgence. Donc, s'il peut y avoir un événement spécifique dans l'entreprise qui nécessite la consultation, pour le CSE de faire remonter à l'employeur, ils peuvent demander une réunion. Et sachant que cette demande, elle peut émaner aussi, par exemple, d'une seule catégorie de membres, en fait, par atelier, service, selon les questions qui sont à traiter. Ce n'est pas forcément tous les membres du CSE. Donc, il n'y a pas de limitation à ce nombre de réunions extraordinaires. Donc, on a les réunions mensuelles et les réunions extraordinaires selon les événements dans l'établissement. Donc, après chaque réunion, comme auparavant pour les DP, l'employeur est tenu de répondre par écrit dans un délai de 6 jours ouvrables suivant la réunion. Et ces réponses doivent pouvoir, les demandes et les réponses doivent pouvoir être tenues à la disposition des salariés au moins un jour ouvrable par quinzaine en dehors du temps de travail, les membres du CSE à tout moment et les agents de l'inspection du travail à tout moment. Donc, il est important d'avoir ce type de registre dans les entreprises. Je vais passer donc aux dispositions qui concernent les entreprises de plus de 50. Donc là, on est dans un formalisme beaucoup plus précis. Le CSE doit d'abord établir un ordre du jour avec le secrétaire du CSE, donc, qui est nommé en début de mise en place. Décidément, on a des problèmes de son. On est désolé. J'espère qu'on va retrouver Madame Beipou rapidement, qu'elle va pouvoir reprendre sur les dispositions. Les titulaires et les suppléants. Donc, Fatima, on vous a perdu. Ouais, ça a été coupé encore. Contrôle de l'inspection du travail.
et au service de prévention de sécurité sociale. On vous avait perdu. Alors, je ne sais pas du tout. Vous nous entendez? Ah, ouais. Si vous pouvez reprendre oui, du coup la ça diapo coupe de temps en précédente. temps. Ouais, ça a coupé complètement. Ouais. Voilà. Alors, je parlais de l'ordre du jour, donc qui doit être communiqué 3 jours avant la réunion aux membres du comité, donc que ce soit titulaire et suppléant, à l'agent de contrôle et aux agents de service de sécurité sociale. Alors, les réunions, donc elles sont périodiques et elles permettent à l'employeur donc d'informer, de consulter le CSE, en sachant que par l'accord qui met en place le CSE, on peut prévoir un nombre de réunions. Ils peuvent choisir le nombre de réunions, sauf que la disposition d'ordre public, donc qui ne peut pas être écartée, c'est le fait que ces réunions, elles doivent être au minimum de 6 par an. À défaut d'accord, ces réunions ordinaires, elles doivent avoir lieu donc une fois par mois pour les entreprises de plus de 300 et une fois tous les 2 mois pour les entreprises de 50 à 299 salariés. Et donc, ça, on parle de notion d'entreprise. Donc, si vous avez plusieurs établissements, l'effectif se comptabilise par rapport à l'effectif de l'entreprise totale. Donc, le CSE est consulté une fois pour les plus de 300 et 2 fois par mois, 2 fois tous les 2 mois, excusez-moi, une fois tous les 2 mois, excusez-moi, pour les moins de 300. Et la chose importante en matière de santé et sécurité, c'est qu'au moins 4 de ces réunions doivent aborder les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. C'est obligatoire et c'est une disposition d'ordre public. En sachant que l'employeur est tenu, donc ça c'est les nouveautés avec le CSE, de donner un calendrier des réunions de ces 4 réunions-là, en fait, s'il décide par exemple d'avoir 4 réunions, il est tenu de le donner chaque année, de le transmettre à l'agent de l'inspection du travail compétent et de confirmer la date de ces réunions 15 jours avant la réunion. C'est obligatoire. Il peut y avoir en plus des réunions donc périodiques, les réunions extraordinaires qui doivent avoir lieu donc dans les cas suivants. Le Code du travail précise à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Donc, c'est bien ayant pu entraîner. Donc, du moment qu'il y a eu un accident du travail, on peut considérer qu'effectivement, au vu des conséquences que ça aurait pu avoir, on fait une réunion du CSE qui entraîne souvent une enquête et la mise en place de mesures correctives. En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement, donc là, c'est par exemple une nuisance des autres entreprises, et à la demande motivée de 2 membres du comité. Donc, du moment que 2 membres du comité il y a un point qu'ils décident de mettre à l'ordre du jour, eh bien, ils peuvent demander la réunion du CSE. À la suite de ces réunions, donc, il doit y avoir un procès verbal, donc c'est très formaliste. Et les modalités, etc., donc, doivent être prévues par accord. Et s'il n'y a pas d'accord, le PV doit être d'au moins contenir le résumé des délibérations qui ont été prises et la décision motivée de l'employeur sur les propositions qui ont été faites. Donc, en fait, donc ça doit avoir en fait un suivi de tout ce qui se passe à l'intérieur du CSE. Et le délai pour transmettre ces PV est fixé à 15 jours. Là, je fais un petit point donc, sur le recours à un expert. Alors ça, cela concerne spécifiquement donc, les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, le CSE peut faire appel à un expert habilité en cas de risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel présent dans l'établissement. Donc, du moment qu'il y a des sujets qui peuvent porter des conséquences graves ou moins graves, en fait, on peut demander à ce qu'il y ait une expertise pour en fait aider aux délibérations et aux avis du CSE. Et lors d'introduction de nouvelles technologies ou de projets importants modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés. Il peut aussi faire appel à toute expertise, mais là, ce sera pris sur son budget parce qu'en fait, là, dans les 2 premiers cas, il y a le budget, c'est une partie par l'employeur et une partie par le CSE. En fait, tout n'est pas pris en charge par l'employeur. Par contre, si le CSE veut faire une demande, une expertise spécifique qui ne concerne pas ces deux thématiques-là, en fait, ce sera sur le budget du CSE. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des enquêtes. Donc, ça, c'est une attribution, effectivement, qui concerne toutes les entreprises, donc de moins de 50 et de plus de 50. Selon le Code du travail, donc le CSE réalise des enquêtes en matière d'accident de travail ou de maladie professionnelle. En sachant que le comité est obligatoirement informé
par l'employeur lorsqu'il y a eu un accident qui a entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Donc, dès qu'on est dans le cadre d'un accident grave, il faut qu'il y ait des modalités pour que le CSE soit informé de l'événement afin que celui-ci puisse décider si ça donne lieu ou pas à une enquête. Donc, c'est aux membres de comité votant la majorité de décider de procéder ou non à une enquête. Et dans le cadre de cette réunion, en fait, le CSE va définir sa mission, son étendue et ses participants. C'est important parce que pour avoir été agent de contrôle, je sais très bien qu'effectivement, ces modalités-là, elles ne sont pas très claires souvent dans les entreprises. Donc, c'est important en fait de pouvoir avoir une procédure précise de l'alerte quand il y a, enfin, de l'information, comment l'information doit parvenir aux membres du CSE et comment elle est traitée par la suite. Et en fait, comment on y répond en fait. Les enquêtes du CSE ou le cas échéant des SCT quand elle est présente dans l'établissement, donc elle est réalisée par une délégation qui comprend au moins donc l'employeur ou son représentant et par un représentant du CSE. Ça, c'est obligatoire. Je fais un petit focus donc sur le déroulement de ces enquêtes. Une enquête efficace, donc, elle suppose 3 étapes. D'abord, le recueil des faits sur le lieu de l'accident. Alors, il doit reporter que sur des faits concrets, précis et objectifs. Et il doit être complété par les éléments nécessaires donc, à la compréhension de l'enquête. Donc, c'est la date, les procédures qui ont été appliquées, les formations suivies par le salarié, le milieu de travail, les tâches effectuées. C'est important en fait de pouvoir prendre tous les constats nécessaires pour comprendre en fait l'événement et ce qui a donné lieu en fait à l'accident. Dans un deuxième temps, donc, on s'attache à rechercher les causes de cet accident. Donc là, pour pouvoir rechercher les causes, il faut préciser le processus par lequel l'accident est arrivé. Donc, si c'est un problème lié au matériel, l'absence de protection individuelle, une erreur du salarié, en fait, la fatigue, l'impact du milieu de travail. Et pour faire cela, en fait, la méthode classique en fait, qu'on utilise, c'est de dresser un arbre des causes. Donc, je sais que la CRAM donne beaucoup d'informations sur la mise en place de cet arbre des causes qui permet en fait de définir l'origine et la cause de l'accident. Et la troisième étape qui est importante, c'est que des mesures de prévention doivent être prises à la suite de cette analyse qui visent soit à supprimer le danger, soit à empêcher en tout cas que cet accident ne se reproduise. Ça peut être des propositions de mise en place de protection collective, de protection individuelle ou la formation et l'information à la destination des salariés. Donc, la formation à la sécurité. On a de nouveau un petit souci. Désolé. Donc, on espère que ça va. Formation à la santé-sécurité. C'est Bon, obligatoire. Fatima, désolé, on a été coupé encore au tout début. Donc, juste quand vous avez présenté la… Commencer la formation. Ouais. Alors, je parlais de la formation à la sécurité. Donc, ce que je disais, c'est qu'en fait, la formation à la santé-sécurité est obligatoire à tous les membres du comité social et économique, peu importe en fait l'effectif de l'entreprise et peu importe qu'il soit suppléant ou titulaire. Donc, tout le monde doit pouvoir bénéficier d'une formation à la santé et la sécurité. Et même si, par exemple, dans les entreprises de plus de 300, il y a une commission santé-sécurité, ce n'est pas seulement les membres de la CSSCT qui bénéficient de cette formation, c'est vraiment tous les membres du CSE. Parce que tous les membres du CSE, comme je vous le disais tout au début, ont des attributions en matière santé-sécurité, donc ils doivent pouvoir bénéficier de cette formation. En sachant que cette formation initiale, donc en santé, elle doit permettre aux membres du CSE de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail, donc d'où l'importance en fait de cette formation, et en fait de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Donc, c'est vraiment des outils pour qu'ils puissent en fait, intervenir de façon adaptée au niveau de l'établissement en matière de santé et de sécurité. Donc là, vu qu'il y avait un petit nombre de commissions santé-sécurité, je vais parler rapidement de la commission. Alors, sa mise en place. En sachant que cette commission donc, liée à la santé-sécurité, elle est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 300 salariés. Donc là, la question ne se pose pas. Ah, ça a répété.
salariés. Et pour tous les établissements qui sont mentionnés aux articles L45-21 du Code du travail, donc ça concerne en fait des établissements qui sont classés par rapport au Code de l'environnement, établissements Céveso seuil haut. Donc ces établissements, peu importe l'effectif par contre, et s'ils ont mis en place un CSE, ils sont obligés de mettre en place une commission santé-sécurité. Donc si on est un établissement Céveso seuil haut, peu importe qu'on soit 20, 30 ou 50, il faut mettre en place une commission santé-sécurité, c'est obligatoire. Par ailleurs, l'inspecteur du travail, comme auparavant pour le CHSCT, il peut effectivement, en fonction de l'activité de l'entreprise et des risques qu'il aura identifiés, obliger en fait l'employeur, par une décision, obliger l'employeur à mettre en place ce type de commission pour qu'il y ait en fait une action beaucoup plus adaptée et une action beaucoup plus, plus appropriée à la prévention des risques professionnels. Et puis, de toute façon, toute entreprise peut décider par elle-même, c'est notamment dans le cadre de l'accord de mise en place du CSE, de créer une commission santé-sécurité. Soit par accord au début quand ils reconnaissent les établissements distincts, soit par un accord entre l'employeur et la majorité des membres du CSE. Alors, cette commission, elle est appelée à se voir confier donc, par délégation du CSE. Donc, c'est le CSE qui va avoir tout ce qui est attribution consultative et par exemple le fait d'avoir recours à un expert, ça reste dans le cadre du CSE. Les avis, les consultations, tout se fait au niveau du CSE. La commission, elle aura juste une délégation en fait, de ses attributions en matière de santé et de sécurité. Il peut s'agir par exemple de faire les enquêtes, de faire l'analyse des risques. En fait, elle prépare les délibérations du CSE. Donc, en comité plus important, le CSE va avoir des avis et être consulté. Et en comité moins important, donc avec les membres de la commission, eux, ils vont travailler en fait à l'analyse des risques et la mise en place de mesures de prévention. Donc, en d'autres termes, la CSSCT a vocation à suppléer, assister et renforcer le CSE dans les domaines prédéterminés. Mais elle ne dispose pas de personnalité juridique comme a le CSE. Donc, on n'est pas du tout dans la même logique que l'ancien CHSCT. Pour la composition, donc, les modalités, le fonctionnement, tout est fixé par accord, donc soit qui reconnaît l'établissement, les établissements distincts, soit l'accord conclu avec la majorité des membres élus du CSE. En sachant que cette commission comprend au minimum 3 membres représentants du personnel, dont un au moins dans la catégorie des cadres. Donc ça, c'est une disposition d'ordre public. Cette commission doit avoir au minimum être représentée par 3 membres. Et c'est l'employeur ou son représentant qui préside la commission. Voilà. Eh bien, merci Fatima pour cette présentation. Du coup, on va passer à la question-réponse. Donc, on a synthétisé et Émilie donc, du coup, va reposer les questions. On a volontairement mis de côté les questions qui étaient vraiment très typées personnelles et on vous invite, comme précisé, en fait, de revenir vers votre conseiller santé-sécurité au niveau de votre CC qui fera le relais au niveau de ces questions et du coup pour vous apporter des réponses voilà, adaptées et qu'on juge un peu personnelles. Donc, on va traiter là les questions d'ordre plus générique qui peuvent répondre à l'ensemble des participants. Donc, deux questions pour les entreprises de moins de 50 salariés. Une première sur les réunions. Est-ce qu'il y a un nombre minimum de réunions par an qui sont obligatoires? Mais, en fait, elles sont mensuelles, donc c'est 12 réunions. Merci. C'est une réunion par mois. Une question un peu plus personnelle aussi, mais qui peut aussi intéresser. Dans le cas où il y a une personne, alors là, dans ce cas suppléante, qui quitte l'entreprise, et donc ses fonctions au niveau du CSE, est-ce qu'elle doit être obligatoirement remplacée? Et si oui, est-ce qu'une nouvelle élection doit être mise en place? Alors, normalement, c'est des élections, en fait, dans la désignation. Quand il y a le suppléant qui s'en va, vous avez un ordre prioritaire, donc il n'y a pas forcément des élections. On peut avoir, en fait, le candidat qui suit au niveau du procès-verbal, en fait. Donc, vous avez les candidats qui se sont présentés aux élections de la même OS. En fait, ça dépend donc, c'est très précis, en fait, c'est un ordre chronologique. Mais je pourrais répondre ultérieurement, je n'ai pas en tête exactement la chronologie. Mais non, on ne refait pas en tout cas d'élection partielle. Il y a un remplacement qui est prévu par le Code du travail en fait. Il y a des dispositions spécifiques, c'est un article du Code du travail qui répond à cette question. Ok, merci.
Est-ce qu'un budget annuel doit être mis en place, quel que soit le nombre de salariés dans l'entreprise, spécifique au Non, CSE? le budget du fonctionnement du CSE, il concerne que les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, ce n'est pas, ça ne concerne pas les entreprises de moins de 50 salariés. Mais effectivement, il y a une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés, en fonction de la masse salariale, de donner un budget de fonctionnement et un budget qui a trait aux activités sociales et culturelles. C'est fixé aussi par le Code du travail, c'est très précis. Merci. Et une dernière question, mais je crois que vous avez répondu. Est-ce que on peut inviter le médecin du travail dans le cas du CSE? Alors, dans tout ce qui... Oui, on peut l'inviter en fait, mais voilà. On peut l'inviter pour tout ce qui a trait aux conditions santé, sécurité, etc. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Simplement une information, une précision d'une de mes collègues, Priscille, conseillère CCI, qui précise que l'obligation au niveau de la santé, sécurité au travail, au niveau de l'employeur, n'est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcés. C'est ce qui a changé avec l'instauration du Covid, effectivement, tout à fait, avec voilà. les jurys. Mais bon, ça a tendance à évoluer. Donc, on part depuis 2002 quand même sur une obligation de santé, de résultat. Ok, merci. Je pense qu'il n'y en a plus d'autres. De toute façon, vous pouvez continuer à les poser. On aura une dernière temps de questions-réponses à la toute fin du webinaire. Et donc, on passe la parole. Merci beaucoup, Fatima, pour votre présentation. Et donc, on passe la parole à Carole qui va nous apporter un retour d'expérience de la mise en place du CSE dans son entreprise. Est-ce que le contrôle d'écran fonctionne? Sinon, je vais... Voilà, logiquement, ça devrait être bon pour vous. Est-ce que vous avez la main du coup? Pour l'instant, non. Désolée pour ces petits problèmes techniques, c'est les joies du direct, comme on dit. Ce que je vous propose, c'est si vous pouvez faire défiler. Ouais, pour moi, il est actif de mon côté en fait. Donc, ben ouais, mais là. Si ça ne fonctionne pas à souris, normalement, il y a souris et clavier qui sont actifs chez vous. Sinon, ouais, mais là, j'ai pas. Bon, eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire de mon côté. Vous faites un petit signe. Alors, voilà, bon, je reviens sur la présentation de l'entreprise. Donc, nous sommes une entreprise, je représente l'entreprise Akini, qui est une entreprise de travaux publics. Nous avons actuellement plus d'une centaine de salariés, donc essentiellement avec une activité travaux publics, et nous avons également comme spécificité d'avoir un service désamiantage où nous avons 25 personnes. D'où l'importance chez nous de ce CSE avec notamment les questions hygiène et sécurité. Donc jusqu'en 2019, donc nous avions déjà des instances représentatives du personnel. Nous avions mis en place une délégation unique, c'est-à-dire que les mêmes représentants siégeaient aux réunions des délégués du personnel, du CHSCT et du CE. Donc nous avons organisé, donc les élections ont eu lieu en décembre 2019 pour se mettre en conformité, puisque au 1er janvier 2020, il fallait avoir élu son CSE. Donc moi, ce que je vais vous proposer là, c'est de vous expliquer un petit peu l'organisation que nous avons eue des élections du CSE, pardon. Ensuite, je vais vous dire un petit peu les principaux, ce qu'il faut faire à la première réunion impérativement. Et ensuite, je ferai un focus sur les thèmes. J'ai fait un petit recueil des thèmes que nous abordons en réunion, qui pourra donner exemple à ceux qui ne les utilisent pas pour l'instant et qui pourra peut-être étayer leur sujet au prochain ordre du jour de leur CSE. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que concernant la procédure, si on a une procédure avec 2 tours, c'est-à-dire le premier tour où on convoque les organismes, où il y a des candidatures syndicales, la procédure est de 90 jours. S'il n'y a pas de candidature syndicale, ça
poursuit donc le processus qui peut être porté jusqu'à 105 jours. Donc, il faut quand même prévoir, ça fait un délai qu'il faut prévoir au départ, à peu près de 3 mois et demi jusqu'à l'élection définitive, dans le cas où, bien sûr, il y a un deuxième tour. Alors, je vais passer un petit peu en revue tout le processus. Donc, il faut 90 jours avant le premier tour, donc il faut informer par les salariés. Donc, vous avez plus ou moins le choix de choisir quel est les modalités d'information. Donc, ça peut être un affichage au niveau de l'entreprise et ça peut être également une note de service qui peut être remise avec la feuille de paye ou envoyée par mail pour ceux qui le font. Ensuite, il faut inviter les organisations syndicales. Alors, ça, c'est souvent un petit peu la bête noire des entreprises et leur crainte de voir débarquer tous les syndicats qui veulent mettre leur grain de sel dans le protocole préélectoral. Donc, nous, par expérience, ça fait quand même un paquet d'années qu'on organise des élections. Donc, moi, j'ai pris pour habitude, dans mon invitation, de joindre le protocole préélectoral. Donc, ce qui nous permet, finalement, quand ils reçoivent le courrier d'invitation, puisqu'on leur fixe une date et une heure, de se dire, voyons comment l'entreprise a appréhendé son processus d'élection et voyons si c'est conforme à la réglementation et voyons si on a quelque chose à dire. Alors, pour l'instant, je pense que c'est plutôt positif comme démarche, puisqu'à aujourd'hui, à la dernière élection là, qui a eu lieu en décembre, aucun des syndicats ne s'est présenté et n'a voulu participer à cette négociation. Donc j'ai bien entendu imaginer que ce qu'on proposait leur satisfaisait et qu'il n'y avait pas grand-chose à redire. Sur l'élection précédente, les choses s'étaient faites par téléphone. La CFDT nous avait appelés en nous demandant des précisions et on s'était mis d'accord sur une reformulation et on en était resté là. Donc, je pense qu'il ne faut pas craindre cette étape-là de l'élection. Je pense également qu'ils peuvent être de bons conseils, ils peuvent être force de proposition, à nous de dire on s'arrête là ou ce qui n'est pas obligatoire, on ne veut pas le proposer. C'est-à-dire, par exemple, le vote électronique qui est quelquefois difficile à mettre en place pour les petites entreprises. Voilà. Donc ensuite, il faut recueillir donc, le dépôt de ces candidatures. Il faut préparer l'affichage au moins 4 jours avant le premier tour, dans le cas où il y aurait une candidature syndicale. Donc, s'il n'y a pas de candidature syndicale, on refait une information en disant, Vincent, si vous pouvez passer la deuxième slide, voilà. On prépare donc, on appelle candidature libre, c'est-à-dire c'est l'ensemble des salariés non syndiqués qui peuvent se présenter et on prépare, on leur laisse à peu près 15 jours et on prépare l'affichage 4 jours avant le deuxième tour des élections. Alors, je voudrais revenir concernant les candidatures. Les candidatures syndicales, elles sont ce qu'elles sont et on n'a pas le choix. En revanche, nous, le travail qu'on fait en amont de ces élections, c'est qu'on essaie d'identifier des profils qui sont sensibles aux questions de réglementation du travail, de respect des conditions d'hygiène et sécurité, et éventuellement des personnes qui pourraient faire avancer les démarches qualité dans l'entreprise et qui portent un intérêt tout simplement. Alors, nous, c'est ce travail que l'on fait en amont. Je vais faire un peu graisser des dents Fatima, mais on essaie quand même d'avoir cette discussion, notamment avec l'ensemble du personnel, en leur disant, ben voilà, les gens qui sont intéressés, il faut quand même s'y impliquer. Il faut savoir qu'être membre du CSE, si on veut le faire dans des bonnes conditions, ça requiert beaucoup d'intérêt et pas mal d'implication. Donc nous, on essaie de voir certains salariés, par exemple, là, ce qu'on a essayé de faire, déjà, c'est d'impliquer toutes les catégories socio-professionnelles de l'entreprise et plus ou moins tous les postes de travail.
Donc, on a souhaité qu'il y ait par exemple un ouvrier, on a souhaité qu'il y ait un chef d'équipe, on a souhaité qu'il y ait un chef de chantier, on a souhaité qu'il y ait un conducteur de travaux, pour que tout le monde puisse être représenté. Donc, on leur a un petit peu sufflé de se présenter et que ça serait bien pour l'intérêt général de l'entreprise. Voilà, après, bien sûr, ils avaient la liberté de se présenter ou de ne pas se présenter. Moi, je pense sincèrement que si on n'avait pas fait ce travail-là, chez nous, il aurait pu y avoir une carence. Donc, je pense que c'est un danger aussi d'avoir une carence dans une entreprise, bien sûr, d'une certaine taille. Et on a vraiment besoin de ce retour d'expérience du terrain de l'ensemble des salariés. Voilà. Donc, je sais que voilà, c'est un petit peu compliqué de le voir comme ça, mais je pense qu'après, ça nous sert réellement à travailler et à avancer, à travailler sur des sujets importants pour l'ensemble des salariés. Voilà, c'est dans un intérêt collectif que nous l'avons fait. Donc, une fois l'élection terminée, la proclamation des résultats se fait le jour même, voire le lendemain. Et chose importante qui ne se fait pas tout le temps, pour en avoir échangé avec Fatima, il faut établir ce procès verbal que vous voyez apparaître sur le slide. Il faut absolument le transmettre à l'inspection du travail pour qu'ils prennent acte de l'élection de ces membres du CSE. Voilà, pour ce qui est de la procédure. Alors, ensuite, je vais vous parler des choses qui sont à faire à la première réunion. Alors, le président, en fait, c'est soit le chef d'entreprise, soit quelqu'un qui a la délégation. Ça peut être un cadre de l'entreprise. Donc, le président a le droit de vote pour tout ce qui est décision, sauf pour l'élection des membres du bureau. Donc, il faut élire, outre le président qui n'est pas élu, qui représente, qui préside la séance, il faut élire un secrétaire. Donc, la mission du secrétaire, c'est d'établir l'ordre du jour et c'est d'établir les procès-verbaux. Donc, l'ordre du jour se prépare avec le président et bien évidemment en tenant compte des réclamations individuelles et collectives qui peuvent être faites par les membres du CSE. Donc ensuite, on élit aussi un trésorier qui va être chargé de tenir la comptabilité du CSE, du budget du CSE pour les entreprises de plus de 50 salariés, bien évidemment. Et nouveauté, il faut élire un référent harcèlement sexuel. Voilà, donc nous, on a une entreprise de BTP. Nous avons une représentation féminine qui est de 11%. Heureusement, nous avions demandé à une des administratifs de se présenter parce que ça serait bien qu'il n'y ait pas que des hommes non plus membres du CSE. Donc, elle s'est fait une grande joie de postuler à ce poste-là. Voilà. Donc, nous avons un référent harcèlement sexuel qui est obligatoire pour les plus de 50. Alors, il y a des choses qui ne s'affichent pas. Si, ça arrive. Donc, la première réunion, il faut également assurer le transfert du budget qui existait, le transfert des fonds qui existaient sur les comptes du précédent CSE ou délégation unique, puisqu'il y avait plusieurs budgets avant. Maintenant, il n'y en a plus qu'un seul. Donc, on vote aussi, on valide en fait le transfert des comptes. On donne aussi autorisation de signature aux membres du bureau. Donc, ça se fait avec seuil ou sans seuil de limite de montant. Chose très très importante, c'est la création du règlement intérieur. Il va un peu régir la manière dont on va fonctionner, qui fait quoi, comment on fonctionne, quelles sont les attributions de quels membres et de l'ensemble des membres. Est-ce qu'on fonctionne avec des commissions ou pas? Ça régit, c'est un élément important. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, parce que c'est quand même un travail assez important, il faut savoir que dans le lefer social dédié au CSE,
vous pouvez télécharger un modèle de règlement intérieur. Il est assez intéressant. Vous verrez, il est très exhaustif, mais je pense qu'on doit pouvoir, enfin, on peut, puisque nous on l'a fait, on doit pouvoir adapter à l'effectif de l'entreprise et aux préoccupations de l'entreprise. Voilà, c'est très très large, mais vous pouvez le télécharger. Pour ceux qui ont un abonnement, le faire est beaucoup long. Vous pouvez faire ça pour ce règlement intérieur. Ensuite, donc, dans cette première réunion, eh bien, on définit aussi le calendrier prévisionnel que l'on est censé expédier, donc un calendrier prévisionnel annuel qu'on est censé expédier à la directe pour l'informer des dates prévisionnelles de nos réunions. Donc, pour les moins de 50 salariés, c'est une réunion par mois, mais ça, Fatima l'a déjà dit. Pour les 50 à 300 salariés, c'est une fois tous les 2 mois, sachant qu'il faut rappeler 15 jours à l'avance, il faut confirmer les réunions. À ce propos, donc nous, on a pris pour habitude, on travaille pas mal avec la CARSAT, on travaille pas mal avec le médecin du travail, avec lequel il nous aide beaucoup, on a beaucoup de sujets et ils font office aussi de consultants. Donc, quand on a des problématiques, on n'hésite pas à leur dire écoutez, là, on aurait besoin de vous sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez intervenir? Donc, ça, il ne faut pas hésiter à le faire. On invite aussi, à chaque fois, on invite l'OPPBTP, qui est l'organisme de prévention des risques professionnels. On a toujours plein de questions à leur poser et je pense que le partenariat est assez intéressant pour travailler avec des avis très précis et très éclairés. Alors, ça peut être un peu un parallèle à ces commissions de sécurité où, en fait, il y a une vraie expertise. Pour les moins de 300 salariés, je pense que c'est un moyen de pallier à ce manque d'experts qu'on pourrait trouver à un moment donné pour répondre aux questions, que l'on peut pas, auxquelles on ne peut pas répondre en interne. Voilà pour la première réunion. L'autre slide. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la première réunion, on est aussi, la direction est censée faire un petit peu un état des lieux de l'entreprise et donner toutes les informations de santé de l'entreprise, de santé financière, entre autres. On est censé présenter un organigramme. On est censé parler de la politique de l'entreprise, de ses projets, de ses activités. Même on doit leur présenter les comptes de la santé financière dans ces grandes lignes. Et par rapport à ça, on doit les informer que nous avons l'obligation de créer une base de données informatique, donc qui doit être accessible par les membres du CSE. Et on doit leur donner les moyens d'accéder à ces informations-là. Donc, ça prend la forme de fichiers informatiques qui sont accessibles sur les ordinateurs de l'entreprise ou celui du CSE. Voilà pour cette partie-là. Alors, on est censé le mettre en place au tout début. Pour l'instant, nous, on a commencé à le créer. On l'alimente au fur et à mesure. Ce qui me paraît être quelque chose quand même de positif et qui s'alimente au fur et à mesure des demandes aussi des membres du CSE. C'est-à-dire que il faut quand même, cette nouvelle mouture en fait du CSE nous oblige, à mon avis, plus de transparence que nous ne l'avions sur la vie économique et sociale de l'entreprise. Voilà. Donc nous, on le faisait déjà avant, mais c'est quelque chose qui maintenant est plus réel et qui est devenu obligatoire. Sur la première réunion, j'en ai fini. Alors, sur les thèmes que l'on aborde dans les réunions du CSE. Alors, c'est des thèmes évidemment qu'on peut aborder dans la première réunion. Hein. C'est pas contradictoire. Ce dont je vous ai parlé dans la première réunion, c'est ce qu'il faut faire pour installer les membres du CSE. Donc, nous, on a 3 thèmes. Donc, la politique générale de l'entreprise, qui sont les choix stratégiques, les enjeux économiques et financiers et les conditions de travail. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, on peut leur parler de
quelles activités, par exemple, on souhaite développer dans l'avenir. Donc, on leur parle, par exemple, on peut leur dire, ben voilà, notre carnet de commandes actuellement, il est de tant de mois. On parle de la vie de l'entreprise et des données économiques et de la vision que l'on a sur l'avenir. Donc, c'est une information générale sur la santé de l'entreprise et la mise en place des stratégies ou des évolutions à venir. Alors, slide suivante, puisque j'y arrive toujours pas. Alors, ensuite, l'autre thème, c'est le thème social. Alors, je vous ai mis tous les thèmes qui sont bien sûr non exhaustifs, hein, mais les thèmes principaux que l'on aborde. Il y a une chose que je n'ai pas dite à laquelle je pense, c'est que nous avons fait le choix, puisque donc, on est plus de 50 salariés, moins de 300, on doit faire 4 réunions axées sur la santé et sécurité au travail et 2 autres réunions sur les autres thèmes. Nous, le thème sécurité, santé au travail est tellement fort que nous avons décidé de l'aborder à chaque réunion. Donc, bien évidemment, on a mentionné ça dans le règlement intérieur. Bon, en même temps, je ne vois pas quel est le problème de parler de sécurité et plus, puisque nous, c'est quand même notre grosse préoccupation, puisque l'activité bâtiment et travaux publics est considérée comme une activité à risque. Donc, dans les thèmes du social, donc, on présente le plan d'égalité hommes-femmes ou les suites du plan qui a déjà été déposé, donc le suivi annuel qui doit être fait. On présente les index d'égalité. Ensuite, concernant le fonctionnement du CSE, on parle de leur formation, on parle de la gestion des comptes, on parle des sujets qu'on souhaite mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion, si tout ne peut pas être traité, si ça n'a pas été fait dans la journée actuelle. On parle également des organisations de manifestations, ça s'appelait souvent à tout le monde. Quel est le prochain repas que l'on va organiser? Quelle est la prochaine manifestation? Bon, malheureusement, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il va falloir qu'on se rattrape sur la suite. Et on parle qui fait quoi dans l'organisation de ces réunions, de ces rassemblements. On parle aussi des avantages des salariés. On peut parler, par exemple, cette année, on a validé la répartition de la prime pouvoir d'achat qui avait été décidée. Donc, on acte nos décisions et on consulte les membres du CSE. On valide les contrats d'intéressement, de participation et la répartition qui en est faite. Ça, c'est une information qu'on peut donner. Les chèques cadeaux, le montant annuel qu'on décide d'attribuer, que le CSE décide d'attribuer, puisque c'est sur leur budget que c'est validé. Ensuite, tout ce qui est accord d'entreprise, s'il y a lieu. Concernant la formation, alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait déjà un point sur où on en est des formations, où on en est du précédent plan, le prévisionnel réalisé, quelles sont les actions qui ont été faites ou pas. Et on s'en sert aussi pour recueillir les besoins en formation, parce que c'est toujours le moment de partage où on se dit, tiens, on aurait peut-être besoin de ça, un tel, il utilise tel matériel, il n'a pas les habilitations. Donc ça, on fait un point là-dessus. Cette année, on a parlé du CPF, puisqu'il y a quand même d'autres dispositions qui sont apparues. Il y a eu donc des réformes sur la formation professionnelle. Donc, moi, je me suis chargée de donner les informations nécessaires. On parle aussi des évolutions des budgets formation, puisque c'est pareil, ça fait partie de la réforme et les plus de 50 salariés sont un peu les parents pauvres de cette réforme. Donc, on en a beaucoup parlé. Tout ce qui est social dans l'entreprise, alors évidemment, en premier lieu, il y a les réclamations individuelles et collectives. Alors, chez nous, il n'y en a pas forcément beaucoup. C'est plus nous qui leur disons, voilà, on va travailler sur telle et telle chose. On a parlé de l'activité partielle, du télétravail, et puis évidemment les sujets qui fâchent, s'il y a des sujets un peu plus sérieux,
les licenciements, s'il y a lieu d'en faire, les inaptitudes au travail, on parle des mouvements de personnel, on les informe sur qui est rentré, qui est sorti, qui est rentré pour occuper quel poste, qui est parti à la retraite, qui est remplacé par qui. Donc ça, on essaie d'être assez transparent sur le sujet. On peut aussi aborder la mise en place d'un système de surveillance dans les locaux. On a pu aussi parler de la mise en place d'une géolocalisation avec avis des membres du CSE. Donc ça, c'est un petit peu tous les sujets que l'on peut aborder. J'en oublie, mais je pense que j'en ai donné pas mal. On va passer ensuite sur la partie sécurité. Alors, chez nous, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'on fait, mais je vais vous en parler quand même un petit peu. Donc, quand il y a eu l'épisode de Covid-19, donc on a mis en place un protocole interne avec une attribution par poste de travail, qui devait faire qui et qui était responsable de quoi. Donc ça, c'est un projet qu'on a présenté aux membres du CSE et on leur a fait valider toute la procédure avec les protocoles. On a aussi donné l'information de la mise à jour du document unique. Ensuite, pour ce qui est sécurité, on collecte aussi. Alors, on a un registre de ce qu'on appelle les presque accidents, où en fait, on collecte finalement les situations à risque qui n'ont pas été suivies d'accidents, et on en parle et on essaie d'en trouver des causes, et on essaie de parler de ce qu'on pourrait faire pour éviter ce genre de situation. Ensuite, on parle tous les ans, on a un thème que l'ensemble des salariés aiment bien, c'est l'attribution des équipements de protection individuelle, parce qu'évidemment, tout le monde a son paquetage tous les ans. Donc, nous, on a fait le choix de consulter donc, les membres du CSE, et on s'en sert même de cobaye, puisque quand ils souhaitent changer de vêtements, on les fait essayer les nouveaux vêtements, où on leur demande leur avis sur tel ou tel équipement, et on leur demande d'essayer et de nous donner leur avis sur le prochain avant de validation complète du nouveau package de l'année. On leur fait essayer des chaussures, par exemple, on leur fait faire des tests. Par exemple, là, on avait une campagne audio, on leur a fait tester des bouchons moulés pour savoir quel était le fournisseur que l'on choisissait, pour avoir déjà une adhésion complète et totale. Le fait de demander aux membres du CSE de participer à ces choix-là, ça génère derrière une bonne adhésion. En ce qui concerne les accidents du travail, donc on parle à chaque réunion des accidents qu'il y a eu sur les 2 mois précédents. On a dans l'entreprise un responsable hygiène et sécurité qui fait ses audits de sécurité. Donc, en fait, il vient et il nous délivre, on fait donc cette enquête et on présente l'arbre des causes aux membres du CSE. Donc, de cet ordre des causes, il y a souvent des discussions ou une expertise ou une expérience qui permet de dire « Ah oui, mais si on avait traité ça comme ça, peut-être que ça ne serait pas arrivé ». Donc, ça nous permet derrière de travailler sur des thématiques un peu plus recherchées et de se poser les bonnes questions. Si, par exemple, il y a des accidents récurrents, on se dit, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre organisation, soit on ne leur fournit pas les bons outils, ils ne sont pas faciles à utiliser, soit il faut changer de méthode de travail, ou on s'y prend mal. Voilà, donc ça nous permet, donc ces enquêtes accidents, de nous permettre de faire ça. On passe en revue aussi, donc notre responsable hygiène et sécurité fait des visites inopinées sur les chantiers. Donc les chefs d'équipe et les chefs de chantier ne sont pas au courant. Donc cet ingénieur hygiène et sécurité passe et fait un audit du chantier complet. Donc il en fait, on va dire, sur 2 mois, on est capable d'en présenter une dizaine. Et ces audits de sécurité, on les visualise puisqu'il y a des photos qui sont à l'appui en fait, de ces audits.
Et évidemment, on se focalise sur les choses qui ne vont pas pour essayer de trouver des solutions et d'y réfléchir ensemble. Donc ensuite, on fait un compte rendu aussi des visites d'inspection du travail. Alors, dans notre cas, on en a beaucoup parce qu'on a cette activité de désamiantage où on va dire qu'un chantier sur 2 quasiment est visité par l'inspection du travail. Donc, on fait état aux membres du CSE. D'ailleurs, il y a un membre du CSE qui est parti d'un des cadres de l'activité amiante, ce qui est très important. Et donc, on lit toutes les lettres aux membres du CSE et on leur donne les réponses qui ont été faites. Et ensuite, on travaille sur des thématiques bien particulières. Donc sur les actions de prévention, à titre d'exemple, récemment, on a travaillé sur une campagne bruit. Donc on a fait à l'aide d'un sonomètre, on est allé faire des mesures sur les chantiers, qu'on a présenté ensuite à l'ensemble des cadres de l'entreprise, qui démontrait que finalement, même un chantier, si vous n'avez pas une pilonneuse à côté, même le bruit récurrent du chantier allait endommager dans le temps leur oreille. Donc de là, on leur a dit, écoutez, les protections que vous avez aujourd'hui ne sont pas suffisantes. On vous propose, voilà ce qu'on vous propose. C'est là qu'on leur a proposé les bouchons coulés et que donc on a demandé à l'avis des membres du CSE. Voilà tous les thèmes que l'on aborde. Alors tout ça, c'est très exhaustif. On peut se recentrer aussi sur quelques points. Moi, ce que je dirais, c'est que dans tous les cas, il y a des domaines de compétences que l'on aborde qui sont extrêmement divers et variés, que dans ce cas-là, il faut quand même se faire aider, qu'on ne peut pas rester tout seul si on doit aborder tous ces thèmes-là et avoir des actions derrière qui sont efficientes. Donc moi, ce que j'aurais de l'expérience que j'en ai, c'est que il faut au moins être encadré de quelqu'un qui a des compétences RH juridiques assez poussées et quelqu'un en matière d'ingénieur hygiène et sécurité qui pourrait venir ponctuellement sur l'entreprise et qui pourrait assister au CSE. Parce que nous, il est là au CSE et il anime une bonne partie de cette partie-là sécurité. Donc voilà, moi, ce que je pouvais dire sur l'entreprise. Peut-être dernière chose, honnêtement, avec pas mal d'années derrière d'expérience, c'est un vrai plus. Ça permet à l'entreprise d'avancer sur beaucoup de thèmes. Nous, notamment, sur la qualité de nos conditions de travail, s'en sont vues bien améliorées, tant au niveau de l'ambiance générale de l'entreprise, parce que les salariés ont quand même, je pense qu'ils ont quand même l'impression qu'on se préoccupe beaucoup d'eux, qu'on travaille sur le bien-être et qu'on travaille sur leur sécurité. Et je peux vous dire que les membres du CSE sont extrêmement investis chez nous. Ils sentent qu'ils ont vraiment un rôle à jouer et c'est vraiment extrêmement positif. Donc chez nous, il n'y a pas de syndiqués et je pense qu'il n'y en a pas besoin, honnêtement. Je pense qu'il y a un dialogue qui s'est instauré, un dialogue de confiance. Je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là et qu'il faut voir le CSE comme un outil de développement, on va dire, de la marque de l'entreprise. C'est-à-dire que l'on peut travailler sur l'attractivité de nos clients en externe et de nos salariés en interne. Voilà ce que je pourrais vous dire sur le travail que nous on a mis en place et que l'on continue à activer. Merci beaucoup, Carole, pour cette présentation. Alors, on va répondre juste à quelques questions parce que le temps défile et on est un peu sorti de notre timing d'une heure et quart. Mais il y a quand même quelques questions, donc ça vaut évidemment le coup de vous les poser. Alors, vous avez commencé déjà un peu à répondre, mais sur est-ce que vous avez vu des bénéfices par rapport à la CSHSCT, du passage au CSE, au niveau de l'implication de vos salariés par rapport à la prévention des risques. Est-ce qu'il y a eu une meilleure implication ou pas suite à la mise en place du CSE? On avait déjà une très bonne implication de nos membres de notre délégation unique, puisque c'était ça. Moi, je dirais que c'est une continuité du travail qui a été fait. Mais par contre, plus ça va, plus je pense qu'il faut pousser loin dans nos réflexions.
Les statistiques, notamment accidents du travail, nous démontrent que notre travail paye dans le temps. Donc, je dirais un changement fondamental, non, mais je pense qu'au niveau des stats, dans l'avenir, forcément, oui. Super, merci. Et une question, alors peut-être là plutôt pour Fatima, par rapport au profil des personnes qui peuvent se présenter au CSE. C'est une entreprise, pour les entreprises de moins de 50 salariés, est-ce qu'il y a des profils, notamment administratifs, donc qui ont des visions sur, enfin accès en tout cas à des informations de gestion de l'entreprise? Est-ce que ces profils-là peuvent quand même intégrer le CSE? Il n'y a pas de restriction. En fait, tout salarié de l'établissement peut se présenter en tant que membre du CSE, en sachant que les membres du CSE sont soumis à confidentialité. Donc, tout ce qui est dit au niveau des réunions, etc., est confidentiel. Et normalement, il ne devrait pas y avoir un conflit d'intérêt là-dessus. Il faut le rappeler à la première réunion. Qui sont là et que toutes les informations auxquelles ils auront accès restent confidentielles. Voilà. C'est important de le souligner. Et pour ajouter, moi je trouve qu'il y a plutôt un intérêt aussi à mettre un administratif dans la boucle du CSE, parce qu'effectivement, la personne pour s'occuper de préparer aussi cette partie-là, pour se consacrer sur des thématiques plutôt sécuritaires. Merci à toutes les deux. Du coup, je pense que… Alors, il y a quelques petites questions, mais du coup, plutôt personnelles. Donc, n'hésitez pas, si vous avez posé des questions et qu'on n'a pas forcément répondu, à l'indiquer dans le questionnaire de satisfaction à la fin du webinaire, pour qu'on puisse vraiment répondre au cas par cas à vos questions précises. Donc, Vincent, peut-être pour finir. Ouais, donc du coup, c'est déjà remercier les intervenants. Merci beaucoup. Donc, tout ce qui était réglementaire, je pense que Madame Baebou nous a bien resynthétisé les notions essentielles à avoir en tête. Précise également que s'il y a des questions complémentaires, on les transmettra via nos conseillers, donc n'hésitez pas. Et Madame Dalle, merci beaucoup pour cette présentation. Je sais que les gens qui participent sont friands et je les comprends de ce retour d'expérience pratico-pratique. Et je pense que vous avez bien valorisé ce que vous avez pu mettre en place chez vous. Encore félicitations. En suivant, du coup, comme chaque fois, on a des liens utiles. Donc, vous avez parlé des experts qui vous ont accompagné, peuvent vous accompagner. Donc, on a essayé de vous mettre à disposition les liens utiles et les documents annexes, notamment le guide de la Direct Occitanie et de la RACT, qui est vraiment quelque chose de facile et simple d'utilisation avec des fiches pratiques pour vous accompagner dans les démarches. Donc ça vous sera transmis par mail dès la semaine prochaine avec le support de présentation. Là, certains nous l'ont redemandé, mais ils vous seront bien diffusés. Et du coup, il nous reste encore 2 rendez-vous dans le cadre de ce partenariat qu'on a avec la Direct Occitanie et les acteurs du PRST Occitanie dans le cadre de cette mission qu'on mène sur la prévention. Donc, le prochain, c'est sur les risques psychosociaux et en décembre, donc, nous aurons un dernier volet sur les addictions. Donc, là, on y reviendra juste après. Donc, je présente du coup les thématiques qui seront traitées. Donc, on va faire un petit peu le même format qu'aujourd'hui. On va vraiment s'appuyer sur les témoignages d'entreprises. Il y aura 2 entreprises qui vont venir témoigner le mois prochain. Donc, avec un premier appel réglementaire et vraiment une méthodologie d'application sur qu'est-ce que les RPS, de quoi parle-t-on. Ensuite, comment ils sont repérés dans l'entreprise et puis comment agir pour les traiter. Donc systématiquement avec une voix d'expert et un témoignage d'entreprise. Du coup, avant de passer sur le questionnaire de satisfaction, je redonne la main à Émilie pour qu'elle vous présente en fait l'accompagnement qui sera proposé du coup par la CCI de Tarbes-Haute-Pyrénées. Oui, juste très rapidement, parce qu'il n'y a pas que des Hauts-Pyrénéens. Voilà, il n'y a pas que des Hauts-Pyrénéens. Donc, très rapidement, on va faire au niveau de la CCI de Tarbes avec ma collègue Aurélie Malandin, conseillère emploi RH, un atelier spécifique sur le CSE. Donc, pour l'instant, on est en train de le mettre en place, mais sachez simplement que
vous notez la date en fait, 10 décembre de 9h30 à 12h. Et pour les autres entreprises, donc on a eu pas mal de questions sur les entreprises de moins de 50 salariés et je voulais très rapidement présenter un accompagnement qui est dispensé pour toute entreprise qui a entre 1 et 50 salariés sur la région Occitanie. C'est le PASS RH. PASS RH qui n'est autre qu'un diagnostic RH, donc qui va traiter l'ensemble des questions, donc le CSE, les formations, vos problématiques de recrutement, vos problématiques organisationnelles, en 3 demi-journées, donc une demi-journée de diag, une demi-journée de synthèse de résultats et de propositions de préconisation, et une dernière demi-journée sur un accompagnement pour vous aider à mettre en place maximum 2-3 préconisations que vous aurez jugées prioritaires. Donc ça, c'est un accompagnement qui est gratuit pour vous parce que 100% pris en charge par la région Occitanie. Donc encore une fois, pour les entreprises de 1 à 50 salariés. Sachez que dans 6 départements, que sont l'Aveyron, le Lot, la Lozère, la Haute-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées, ces accompagnements sont dispensés par les CCI. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à revenir vers votre conseiller CCI en local qui vous donnera les coordonnées de leurs collègues RH. Et pour les autres entreprises issues des autres départements, vous pouvez aussi bénéficier de cet accompagnement via d'autres organismes que les CCI. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, surtout n'hésitez pas. Voilà, parfait. Merci, Émilie. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des gens qui ont participé à la collaboration de ce webinaire, donc ceux qui ont fait les présentations et l'ensemble de nos partenaires. Je vois qu'il y a une question sur l'inscription. Donc, du coup, sur le support, vous aurez les liens pour vous inscrire et le mail qui va vous arriver normalement demain ou après-demain, en fonction si vous avez participé. Il y a également les liens pour vous inscrire. Et voilà, dans tous les cas, ça sera rappelé par votre conseiller local. Donc, pour tout ce qui est question RH du coup, et ou CSE, on passe à le questionnaire de satisfaction. Donc, merci de rester 5 minutes. Et c'est là que vous allez pouvoir mentionner si vous souhaitez être rappelé. Merci de nous avoir suivis. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans un mois, le 5 novembre, pour la thématique sur les RPS. Bonne fin de journée à tous. Merci, bonne journée. Ah mince, je crois que j'ai coupé du coup la présentation. Je vais lancer le sondage. Non, c'est bon.